Bonjour à tous, bienvenue dans Fast Club. Bonjour Nicolas. Salut Stéphane, bonjour à tous. Nicolas Mélin, l'expert du Fast Club qui m'accompagne cette semaine pour une émission. On va parler de haute technologie, du rêve à l'italienne. Il y aura également des voitures françaises. Si, Nicolas, il y en aura. Il fait une tête un peu bizarre, mais non, vous allez... parce que tu parles de rêve. Voilà, mais vous allez voir, ce sera relativement intéressant. Allez, d'ailleurs, regardez le sommaire. Cette semaine, dans Fast Club, notre pilote Romain va essayer une supercar qui l'attendait de pied ferme. L'incroyable, la bestiale, l'extrême Lamborghini Aventador. Avec 700 chevaux sur les 4 roues, Romain risque d'arracher le bitume. Vous vous êtes toujours dit qu'un jour, les voitures rouleraient toutes seules. Eh bien, vous n'avez pas tout à fait tort. Nous y sommes presque. Notre journaliste, Erwan Maillard, va vous le prouver. Puis, vous retrouverez Romain avec un invité de marque, un vrai fou furieux, Ty Chris. Après un saut depuis la Tour Eiffel, cet adepte du roller va se faire tracter par la Porsche GT3 RS du Fast Club. Et pour finir, vous retrouverez notre journaliste Erwan Maillard, qui va essayer un tout nouveau modèle de la marque au Lyon, la Peugeot 508 RXH. Fast Club, c'est tout de suite sur W9. Direction Las Vegas maintenant, pas pour essayer une voiture américaine, Nicolas, mais plutôt la reine des voitures italiennes. La Lamborghini Murcielago est définitivement enterrée, Au Stéphane. revoir, c'est fini, on la verra plus. On pourra quand même regretter ce qu'on aimait bien avec les vieilles Lamborghini. Qu'elles tombent en panne. Complètement excentrique et compliqué à rouler, mais ça avait son charme. Celle-ci, la nouvelle Lamborghini Aventador, bien plus civilisée, bien plus polissée, mais on retrouve quand même le plaisir de conduire. Allez, regardez d'ailleurs l'essai de cette toute nouvelle Lamborghini par Romain Thiévin, grand spécialiste en la matière. C'est parti. Ça y est, elle est arrivée, la nouvelle Lamborghini Aventador LP700. On l'a prise d'une couleur discrète, vert Ithaca. On peut se le permettre, on est à Las Vegas. Est-ce que cette Lamborghini Aventador est la digne héritière de la Lamborghini Murcielago LP640 qui est juste derrière? La réponse aujourd'hui dans Fast Club. On va commencer par son look incroyable. Alors, la Lamborghini Murcielago était déjà hallucinante. Quand vous passez dans la rue, tout le monde se retourne. Cette Aventador est encore plus large, encore plus longue, encore plus agressive. Regardez-moi ces courbes, elles sont vraiment taillées au couteau. Honnêtement, c'est la plus belle supercar du monde actuellement. Ça y est, les LED ont fait leur apparition dans les supercars avec les clignotants et les feux de position ici avec un magnifique Y. Sur les jantes, on a des jantes de 19 à l'avant, 20 pouces à l'arrière. Ça, c'est fait pour équilibrer un petit peu mieux les masses et avoir une voiture plus efficace sur circuit. Un châssis en carbone avec des suspensions dignes d'une voiture de course. On va jeter un coup d'œil sur le capot à l'arrière. Regardez-moi cet arrière, il est hyper large. Très bas, mais large. On croirait la voiture sortie directement d'un film genre Batmobile. On a une grosse sortie d'échappement qui en fait en abrite 4. On a un gros aileron qu'on verra sorti tout à l'heure sur circuit. On a un moteur V12 6,5 litres qui développe 700 chevaux. C'est hallucinant sur une voiture de ce type. Ce moteur est accouplé à une boîte de vitesse à 7 rapports. Alors pas double embrayage, c'est pas comme sur la Ferrari 458 Italia, mais j'espère que cette technologie développée par Lamborghini va être aussi efficace. En tout cas, ça pourra pas être pire que celle-là, que la Lamborghini Murcielago LP640. Parce que franchement, la Murcielago, c'était une vraie voiture italienne. Magnifique, mais par contre, ça tombait en panne tout le temps. Et sur circuit, c'était pas du tout efficace, technologiquement parlant. C'était un petit peu quand même à l'ancienne. En tout cas, d'après ce qu'on voit là, l'Aventador nous promet d'être efficace sur circuit. Toujours un petit peu lourde, mais je pense que ça devrait aller chercher les chronos quand même de la Ferrari 458 Italia. D'habitude, on est plutôt déçu de l'intérieur des supercars. À l'extérieur, elles sont magnifiques et à l'intérieur, ça laisse un petit peu à désirer. Là, dans cette Aventador, l'intérieur est aussi beau que l'extérieur, en tout cas aussi bluffant. On a du cuir, donc c'est à la fois comme dans une Porsche, aussi bien fini qu'une Porsche, avec les finitions ici, avec les surpiqûres vertes couleur carrosserie, les petits logos incrustés dans les sièges et l'électronique, c'est digne d'un avion de chasse. Regardez le bouton démarrage ici. C'est pareil que comme si on voulait tirer un missile dans un avion de chasse. On dégoupille et on appuie sur le bouton de start. On entend le bruit du V12 derrière. Ce bruit est magique. Le tableau de bord est électronique, il n'y a plus aucune aiguille, tout est électronique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi perso j'adore.
C'est parti à bord de cet avion de chasse, la Lamborghini Aventador. On y va. Quelle accélération! La boîte est ultra violente. On arrive à 130 miles par heure tout de suite en bout de ligne droite. C'est la plus grosse vitesse de pointe. Juste après la première accès, on est déjà à fond. Génial! Quel moteur incroyable! 700 chevaux! La voiture est collée au sol. Le châssis carbone est ultra efficace. Je peux vous dire qu'on va écraser les chronos sur cette piste de Las Vegas. Messieurs, si vous avez une Lamborghini Murcielago, vous pouvez l'acheter à la poubelle. Les freins céramiques, ça coûte une fortune à chaque fois que je freine. Je pense à mon portefeuille, mais ça freine fort et c'est endurant. Ça glisse à peine. La seule limite à cet Aventador maintenant, ce sont ses pneumatiques. On a des pneus de série, on pourrait mettre des pneus ski comme en F1 tout lisses. La voiture les assumerait parfaitement. Rien à voir avec une Lamborghini Murcielago. Ce bruit du V12 est hallucinant. Quasiment 9000 tours au changement de rapport, 8700 tours. C'est génial. Dernier virage, dernière accélération avant la ligne d'arrivée. Top! Et voilà pour ces 2 tours chrono à bord de cette Lamborghini Aventador. Cette voiture est un miracle. C'est un bijou. Comment Lamborghini a pu construire cette voiture? Tout simplement, je pense, grâce à Audi. Je peux vous dire qu'il y a un vrai savoir-faire derrière. La Murcielago était nulle à conduire. Vraiment. Elle était amusante parce que ça glissait, mais aucune efficacité. Cette Aventador est miraculeuse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans une petite voiture. Alors pour les voitures haut de gamme, il faut taper très très fort et sortir des options complètement folles. Alors vous allez voir, elle se garde toute seule, elle roule dans les bouchons sans que vous interveniez et quantité de choses. Regardez ce qui se fait de plus délirant en termes d'options sur les voitures haut de gamme. C'est un sujet d'Erwan Mayer. Il y a 10 ans, l'automobile ressemblait plutôt à ça. Beaucoup de mécanique et si peu d'électronique. Alors il faut dire qu'au début des années 2000, quand on pensait aux futures applications d'électronique dans les autos, on voyait plutôt des choses comme ça. Veuillez mettre votre clignotant. Ayez l'obligeance de regarder. Bon, vous allez voir, la réalité est beaucoup plus surprenante. Je vous propose un petit tour d'horizon de tout ce qui se fait de mieux en matière d'électronique embarquée. C'est parti. Veuillez desserrer votre frein à main. Bien sûr, les aides électroniques les plus spectaculaires sont à bord des véhicules haut de gamme. Pour ce sujet, nous roulerons donc avec une Mercedes CLS AMG, une Audi A6 Avant et une suédoise, une Volvo XC60. Alors vous allez le voir, les constructeurs ont réalisé des progrès considérables en matière de sécurité avec des aides électroniques dont le fonctionnement flirte souvent avec la science-fiction. On commence tout de suite avec cette Mercedes. Nous voici donc à bord de ce CLS AMG, un monstre de puissance, 557 chevaux. Et je vais vous parler du Distronic Plus. Alors qu'est-ce que c'est que ce nom barbare? C'est tout d'abord un régulateur de vitesse. Vous en avez pour la plupart sur vos voitures. Comment ça fonctionne? Vous vous calez à la vitesse à laquelle vous voulez rouler, vous appuyez sur le bouton et la voiture s'occupe de maintenir cette vitesse. Ça, c'est fait. Sauf que Mercedes a rajouté un capteur dans la calandre à l'avant qui mesure la vitesse de la voiture qui vous précède et qui adapte la vitesse de votre voiture sur celle de devant. Alors la nouveauté de ce produit, c'est qu'il va désormais jusqu'à l'arrêt total du véhicule. Dans les bouchons, si la voiture devant s'arrête, votre voiture va s'arrêter toute seule. Et si la voiture qui vous précède redémarre, votre voiture redémarre toute seule sans que vous ayez touché ni au frein ni à l'accélérateur. Démonstration. Bon, évidemment, faut pas oublier de s'occuper du volant. Un équipement disponible sur une grande partie de la gamme Mercedes. De série ou en option, de 1050 à 2900 € suivant les modèles. Voilà pour cette Mercedes. Allons voir maintenant du côté de la Suède ce que Volvo nous propose dans ce XC60.
Alors nous voilà installés à bord de la Volvo pour parler donc de cette détection piéton. Avant toute chose, il faut savoir que 14% des accidentés de la route sont des piétons. Alors autant vous dire que les constructeurs travaillent d'arrache-pied pour réduire les conséquences de la circulation sur ces fameux piétons. D'ailleurs, Volvo a lancé un nouveau brevet au Salon de Genève. C'est un airbag sur le pare-brise qui se gonfle sur le pare-brise en cas de choc sur la dernière Volvo V40 qui sortira bientôt. Alors, cette détection piéton, comment ça marche? On a une caméra placée ici derrière le rétroviseur central et un radar sur la calandre à l'avant de la voiture qui scanne en permanence la route et qui détecte toute présence humaine. Alors on va placer un mannequin sur la route, il s'appelle Svensvig, c'est un Suédois, et puis on va lancer la voiture à 30 km/h. Pourquoi 30 km/h? C'est parce qu'à cette vitesse-là, la voiture s'arrêtera avant le choc. Au-delà, ça fonctionne évidemment, mais on ne fera que réduire l'impact de la collision. Si je ne freine pas, il va y avoir un signal sonore et lumineux juste devant le pare-brise pour tenter de me faire réagir. Et si je ne réagis toujours pas et que je ne fais pas d'évitement, la voiture va déclencher un freinage à sa puissance maximum pour limiter au maximum l'impact de la collision. Allez, démonstration, c'est parti. Bye bye Svensvig, je te mets bien. Ouf. Ah bah il est vivant grâce à la voiture. Merci la détection piéton. Un équipement disponible de série dès le niveau de base sur tous les modèles de la gamme Volvo, sauf la C30. Vous avez vu, on n'arrête pas le progrès et attendez, ce n'est pas fini. Regardez ce que je vous ai trouvé dans cette nouvelle Audi A6. On va parler de l'Active Line Assist. Vous connaissez peut-être les options qui vous font vibrer le volant ou vibrer le siège quand vous dépassez sans clignotant. Là, vous allez voir, c'est encore mieux. Ça fonctionne dès 60 km/h et plus et ça corrige pendant une bonne dizaine de secondes. Au-delà, ça émet un bip pour rappeler le conducteur qu'il doit reprendre le manche. Regardez ce qui se passe. Je cale la voiture à plus de 60 km/h et je vais simuler un endormissement au volant ou comme si j'oubliais de mettre mon clignotant pour dépasser. C'est parti. Je lâche les mains. Et là, au lieu d'être déportée, la voiture est corrigée toute seule et rentre dans la voie. C'est bluffant. Comment ça marche? Il y a une caméra juste ici qui scanne en permanence la route et son marquage au sol. Et si la voiture se déporte sans clignotant, il y a une correction qui est faite au volant pour garder la voiture dans ses trajectoires. Hallucinant. Un équipement disponible de série ou en option, suivant les modèles sur la quasi-totalité de la gamme, au prix moyen de 650 €. Bon, vous avez vu, c'est absolument exceptionnel ce qui se fait en matière d'électronique embarquée. Et à mon avis, les constructeurs n'ont pas fini de nous surprendre. Bon allez, je vous laisse. Moi, il faut que je programme mon GPS. Alors, vite Dieu les poils. Oh, mais c'est pas gagné ça. Vous connaissez, mesdames, messieurs, Taï Chris, l'homme qui se jette du premier étage de la Tour Eiffel en roller ou du Sacré-Cœur? Eh bien, pour Fast Club, il a fait un truc de dingue. L'homme qui débranche également son cerveau avant de faire un sujet Il faut, avec hein. Romain. À Montlhéry, sur l'anneau de vitesse, il s'accroche à la voiture pour monter à des vitesses. Avant le tournage, on ne pensait pas qu'il allait atteindre une telle vitesse. Voilà, vous allez voir effectivement ce qu'il est capable de faire. Il faut savoir que l'anneau de vitesse de Montlhéry date des années 30. C'est un circuit très vieux, très bosselé, légendaire mais bosselé. Ah, c'est pas du billard. Hein. Voilà, alors déjà en voiture, c'est compliqué, on peut casser des pare-brises. Imaginez ce que c'est en roller. Regardez Taï Chris avec Romain Thiévin dans ses œuvres. Taï, comment ça va? Ça va? Eh ben écoute, ça va. Est-ce que t'aimes bien les voitures? Et c'est clair, j'adore les voitures. Porsche GT3 RS, Ah, ça cartonne. c'est 415 chevaux. Bon, tu vas t'accrocher comment là? Parce que moi Écoute, d'habitude, Stéphane, il est tranquillement assis là, tu vois, avec les harnais, pépère. génial. Ce qui se passe, c'est qu'il faut absolument que je regarde la route parce que s'il y a des impuretés ou quoi que ce soit, il faut que je puisse sauter dessus. Donc c'est important que je me mette sur le côté de la Vas-y, fais voiture. voir. Donc je pense que je serai exactement à cet endroit. J'ai un bon appui ici. Et ce qui est la trappe à important essence. aussi, c'est que je sois loin des roues pour pas prendre le risque de mettre le pied sous la roue et de me faire mal. On y va? Allez, on y va. Allez, Je c'est m'habille. Bon, à quelle vitesse on commence? Écoute, je propose qu'on commence à 80. Allez, c'est parti. Prends des risques. Il est fou ce mec. Il est zen, hein. Il fait des petits jumps comme ça, des petits sauts. Attention, on a une marche. Ah ouais, un vrai saut là. Ce type est fou.
Les roulettes font comme ça. Bien joué, mec. Ah, ça vibre de partout, je suis obligé de faire des sauts tout le temps. C'est hyper épuisant parce que je suis obligé d'être concentré à 200%, avoir tous les muscles tendus parce qu'en plus la voiture se penche. Donc je suis. Ah ouais, un c'est peu ça, en t'es obligé de équilibre. compenser. Bah ouais, compenser pour vraiment me tenir déjà. Maintenant, on est dans Fast Club, Taïg. Ouais. Ok, 80 km/h, c'est faible pour une GT3. Allez, vas-y, on part sur les 100. Allez, c'est parti. À 100 km/h. On va rien lui dire, on fait une petite pointe à 120. Ah, là, il y a un petit saut. Ce mec est débile. Mais on aime bien dans Fast Club. Wouhou 120 km/h. Ça décoiffe. Hein. Oh mon Dieu. Bon, 120. Je me disais qu'il y avait quelque chose de pas normal. Je me Ah ouais, disais on que est j'allais dans Fast Club là quand même. Elle est Ah, pas le mal. salaud, Là. il m'a rien dit. On avait dit 100, il est C'est monté vrai à 120. Ça sent le cramer un peu, je sais pas pourquoi. C'est les roues qui chauffent, c'est normal. Tu sais, la vision quand t'es comme ça à 100, c'est incroyable. Ah, mais t'arrêtes pas de sauter. J'arrête pas de sauter. Et le fait de sauter avec le vent qui rentre dans le casque, je vois quasiment presque pas la piste. Ty Chris va aller encore plus loin. Il va se lancer toujours accroché à une voiture conduite par notre pilote Romain. C'est à 100 km/h qu'il va se jeter dans une structure gonflable. Regardez bien. Allez, on fait le crash. Allez, on fait le crash. C'est la première fois qu'on fait le crash dans l'airbag. Donc la Porsche, on l'arrange, on prend ta Seat. On prend ma ça. Ça va. Allez. Allez, c'est parti. 90, on arrive à 100 km/h. La pression, mais je vous dis, quand vous arrivez à cette vitesse et vous voyez le mur, mais j'étais là à me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et au final, je me dis, et confiance, et confiance. Allez mon pote, éclate-toi bien, hein, c'est ça Merci. qu'il faut dire. C'est cool. Allez, nous on continue dans Fast Club. Mais quel est donc cet étrange objet? Une voiture volante? Un avion roulant? Son nom, le Terrafugia Transition Roadable Aircraft, vulgairement traduit par un avion homologué pour la route. Vous n'y croyez pas? Et pourtant, ce drôle d'engin est capable de rouler sur la route en toute légalité pendant 1300 km. Mais surtout, une fois ses ailes dépliées, le Terrafugia Transition peut voler durant 8 heures à une vitesse de croisière de 185 km/h. Le prix, 230 000 € pour une livraison à la fin de l'année. Ça y est, la voici enfin. La très attendue Viper, troisième du nom, montre enfin son nouveau minois. Depuis 1991, elle s'est faite une sacrée réputation, à laquelle elle ne peut pas faillir. Le style musclé agressif évolue peu. Le capot aussi long qu'une Smart et l'échappement latéral sont toujours de la partie. Tout comme le gros V10 8 litres 4 qui passe de 600 à 640 chevaux. Ah oui, petit détail, ne l'appelez plus Dodge, mais SRT Viper. Mercedes tient à vanter les qualités de sa technologie de voiture électrique, pour le bien de notre planète bien entendu. C'est pourquoi la marque à l'étoile a voulu tenter une expérience unique. Ils ont installé sur le côté gauche d'une classe B tout un ensemble de panneaux de LED affichant en temps réel des images capturées par un appareil photo qui, lui, est fixé de l'autre côté du véhicule. L'ensemble, comme vous le voyez, simule une certaine transparence selon les angles. Une technologie digne de James Bond ou encore vue dans le dernier Mission Impossible. Alors, à quand les voitures invisibles ? Voici maintenant une voiture française qui s'attaque à une catégorie dans laquelle il n'y avait que des Allemands et des Suédois. C'est les grands breaks surélevés. Avec la Volvo, effectivement. Avec XC70 et l'Audi assis sur le road. Là, les Français se sont dit, il y a un marché à prendre, on va s'y engouffrer. Alors, on verra si ça aura le succès escompté ou pas. En tout cas, particularité de cette voiture, Stéphane, c'est que c'est la première voiture 4 roues motrices, hybride, diesel. Dans cette catégorie, c'est très original. Regardez la Peugeot 508 RXH.
L'automobile française n'a jamais été aussi proche des standards allemands, au point même de singer certains produits germaniques. Cette 508 RXH reprend quasiment à l'identique les ingrédients d'une A6 Allroad. Un break chic surélevé, au look encanaillé façon baroudeur et une transmission intégrale. Alors, Plagia, me direz-vous, pas si sûr. Peugeot y ajoute sa petite touche personnelle, une transmission hybride, électrique sur les roues arrière et diesel sur les roues avant. Alors que vaut la transformation de ce break 508? Et c'est tout de suite sur la route. Au début des années 2000, l'Audi A6 Allroad lance le concept du break 4x4 surélevé, au look aventurier, une niche qui se positionne en alternative au véritable SUV. Presque 12 ans après, Peugeot tente l'expérience avec la 508 SW comme base. Racée et bourgeoise, la 508 devient 508 RXH, avec quelques artifices stylistiques. Le sabot en alu sous la nouvelle calandre Peugeot, les voies élargies de 4 cm avec des ailes décorées de coques en plastique, et puis surtout une caisse surélevée de 5 cm, histoire de s'autoriser quelques escapades hors bitume. Enfin, des jantes spécifiques de 18 pouces qui seront ruinées dès les premiers passages dans la boue. Bref, tout est là pour le look et ça marche. Le break BCBG a de la gueule. A priori, avec ce type d'auto censé sortir des sentiers battus, les propriétaires devraient pouvoir se retrouver dans cette situation-là. Allez, venez, je vais vous montrer l'habitacle. Non, vous pensiez quand même pas que j'allais rentrer comme ça. Et à l'intérieur aussi, cette 508 RXH se différencie du reste de la gamme Peugeot. C'est un modèle à part entière avec un équipement qui lui est spécifique. Et là, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont mis le paquet sur la dotation de série. Avec entre autres ces sièges à réglage électrique, cet écran de 7 pouces, la climatisation bizone, un système de navigation et de communication haut de gamme. Et ce n'est pas tout, il y a aussi de série le coffre à ouverture électrique. Et au final, c'est réussi, il se dégage une ambiance luxueuse dans cet habitacle, et puis surtout, c'est spacieux. Regardez la place qu'ont les passagers arrière. La véritable originalité de cette 508 RXH, c'est justement sa transmission hybride électrique et diesel. Les roues arrière sont entraînées par le moteur électrique de 37 chevaux et les roues avant par le moteur diesel de 163 chevaux. Au total, et dans le meilleur des cas, le break dispose donc de 200 chevaux et surtout propose une transmission 4 roues motrices sans arbre de transmission. Voilà qui devrait permettre de sortir des sentiers battus, enfin, en théorie. Oups, c'est sale. Effectivement, il y a peu de chances de voir ce type de véhicule dans de vraies sorties tout-terrain musclées. Le joli break bon chic bon genre pourrait arracher sa peinture métallisée et le conducteur se salir les pieds. Il faut bien l'admettre, le côté baroudeur de ce type d'auto s'arrête souvent au franchissement de trottoir en pleine jungle urbaine. Ouais! Cette transmission intégrale hybride remplit le même rôle qu'une transmission quattro d'Audi. Elle apporte plus de sécurité sur sol mouillé, permettra de se sortir de situations piégeuses, sur la neige par exemple, ou sera encore l'atout idéal pour tracter un vent ou un bateau. Mais ne vous y trompez pas, les pneumatiques au profil routier offrent très peu de grippe pour des escapades sur la plage ou dans la boue. Un autre atout de cette transmission hybride, c'est de pouvoir rouler en mode tout électrique sans émissions polluantes. Mais ce n'est possible que lorsque les batteries ont au moins 50% de charge et seulement jusqu'à 60 km/h. On peut ainsi parcourir 3 km dans le silence absolu. Après, il faudra faire avec les vocalises un peu plus rugueuses du diesel qui vient prêter main forte au moteur électrique. Le 2 litres HDI a fort à faire avec presque 1,8 tonnes sur les épaules. Résultat, il ronfle souvent et cela explique sans doute son appétit un peu plus élevé que les 4 litres 1 de conso mixte donnés par le constructeur. En réalité, comptez plutôt 7 litres au 100 km. Avec 200 chevaux, les performances sont honorables. Le 0 à 100 km/h est abattu en 8 secondes 8. Dommage seulement que la boîte à double embrayage soit si lente dans ses passages de rapport. Elle dégrade l'agrément de conduite. Sur ce point, la 508 RXH n'égale pas les Audi Allroad. La 508 RXH affiche donc un bilan mitigé. Sa transmission innovante, son style élégant et ses équipements haut de gamme en font une voiture de luxe attractive. Mais sa consommation et son agrément de conduite déçoivent un peu pour une voiture hybride. Vendue 45 600 €, auquel il faut déduire 2 000 € d'aide gouvernementale, la 508 RXH se positionne juste entre une Audi A4 Allroad et une A6 du même nom. Certes, elles n'ont pas l'attrait de l'hybridation, mais elles se montrent plus homogènes dans leurs prestations.
Fast Club est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine ou alors sur le web, Nicolas. www.replay.fr. Allez, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fast Club. Ciao. Ciao, ciao.